La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bonjour à tous, bienvenue à la semaine 4 donc mardi 21 novembre 2017 de ce cours massif en ligne sur une introduction sur la résilience pour le développement. Je suis Laurent Mesbah, votre facilitateur francophone pour ce cours en ligne, organisé conjointement avec le Programme de développement des Nations Unies, le NBSAP Forum, de la Convention pour la biodiversité et d'autres partenaires comme Conservation International. Ce sera le dernier webinaire de la première partie de ce cours. La deuxième partie de ce cours en ligne massif sur la résilience et le développement se tiendra du 23 janvier au 13 février 2018 et sera consacrée à l'utilisation donc de ce que vous avez appris sur la résilience dans les stratégies, dans la mise en place des stratégies de la biodiversité et des plans d'action au niveau national et leur mise en œuvre. Alors pour l'instant, donc nous vous souhaitons donc le bienvenu pour ce webinaire. Avec donc après la présentation qui va se faire, vous aurez l'occasion donc comme à chaque webinaire de poser des questions et nous allons continuer les discussions. Nous vous rappelons que les cours en ligne sont obligatoires si vous voulez obtenir le certificat de ce cours. Donc certains d'entre vous ont fini les leçons, un certain nombre de leçons. D'autres ne les ont pas finis. Donc, nous vous encourageons vraiment vivement à finir les leçons en ligne. Cela vous permettra d'obtenir le certificat. Donc, de plus, pour obtenir ce certificat, il vous faudra aussi, donc, d'une part, compléter les leçons en ligne, mais aussi, on vous demande aussi de faire un test final qui va être simple et court, qui va être présenté la semaine prochaine, et ensuite vous devrez aussi répondre à une enquête. Donc je résume, vous devez faire tous les cours en ligne, ensuite vous devez aussi faire le test final et puis répondre à l'enquête. Ce qui ne représente pas un travail énorme, mais il s'agit de le faire si vous voulez avoir le certificat. Donc, le test sera mis en ligne mardi prochain et il pourra être fait à ce moment-là, ainsi que l'enquête aussi, une fois que vous avez terminé le cours. De plus, nous vous encourageons aussi à participer au forum de discussion écrit en ligne et les devoirs maison et de poster aussi vos commentaires sur le NBSAP Forum, qui est un site séparé auquel vous avez accès. Donc, pour cette semaine, nous allons compléter les présentations qui ont été liées, qui sont faites sur l'évaluation de la résilience. Et donc, nous avons la chance d'avoir de nouveau parmi nous François Bousquet et Abigail Fallow qui étaient là, qui nous ont fait la présentation la première semaine de ce cours francophone. François Bousquet est chercheur au CIRAD Green à Montpellier. Il est membre du réseau Résilience Alliance, dont il a co-organisé la conférence en 2014 à Montpellier. Depuis 25 ans, il a travaillé sur les relations entre les sociétés et la nature en s'intéressant à la diversité des points de vue. Il a travaillé sur une approche de modélisation appelée modélisation d'accompagnement et plus récemment sur les questions d'identité et d'attachement au lieu. Abigail Fallow est également chercheuse dans l'équipe du CIRAD Green sur la durabilité des réponses aux défis du long terme tels que les changements climatiques, adaptation des populations rurales, mesures d'atténuation dans l'agriculture. Elle est économiste ayant fini ses études
à l'École des hautes études en sciences sociales en France et à LSI au Royaume-Uni. Elle adopte et développe des approches pluri- et transdisciplinaires pour une compréhension partagée à l'échelle locale des trajectoires possibles de développement. Donc, Abigail et François, bienvenue encore. Vous avez la parole. Et puis, pour votre présentation et aussi, bien sûr, pour les discussions qui vont suivre. Merci beaucoup, Laurent. Nous sommes très heureux de reprendre le micro pour ce 4e webinaire qui porte sur le thème de la 4e semaine. Donc, comment agissons-nous après une évaluation de résilience? Comme pour la première semaine, nous allons nous partager la présentation. Cette fois-ci, je commencerai et François continuera. La présentation de notre expérience, nous l'avons faite en première semaine, c'est juste un rappel. Donc, vous avez vu dans les leçons du cours MOOC sur l'évaluation, introduction à la résilience, vous avez entendu parler en tout cas de différentes façons de mener une évaluation de la résilience. Et je voudrais rappeler que ces évaluations peuvent prendre différents formats. Elles peuvent être plus ou moins approfondies selon les objectifs de l'évaluation et les moyens qui sont prévus pour cette évaluation. Ça peut être pour comprendre comment fonctionne un système, comment réagissent les gens. Ça peut être pour mesurer les impacts d'une intervention censée aider une population en difficulté. On a vu des évaluations de résilience dans différents contextes avec plus ou moins d'informations. Une évaluation qui suit strictement sensu les guides requiert beaucoup d'informations et pas mal de temps. Quand on en a moins, on fait des évaluations plus superficielles pour commencer. Et le niveau d'approfondissement d'une évaluation va aussi dépendre de l'implication des personnes concernées, puisque, a priori, on essaye chaque fois d'avoir une participation des populations dont on évalue la résilience pour qu'elles puissent donner leur point de vue sur ce qui leur paraît important. Plusieurs guides manuels et outils ont été mentionnés dans les cours. On vous a mis les références en fin de présentation. Donc, il y a cette méthode ou ce guide d'évaluation de la résilience qui a été fait par l'Alliance pour la résilience en 2010. Donc, il insiste beaucoup sur la dimension systémique et dynamique de l'évaluation. La méthode COBRA, qui est avec le cadre des moyens d'existence du PNUD. Donc, la méthode RAPTA, qui est un peu comme la méthode de la Résilience Alliance, insère l'évaluation dans une compréhension des trajectoires. Et puis, la méthode de BRACED, comme Building Resilience and Adaptation on to Climate Extreme Development. C'est un peu le problème de toutes ces méthodes, en fait, c'est qu'elles sont toutes en anglais, qui est focalisée sur les réponses aux événements extrêmes, aux événements climatiques. Et puis, il y a aussi il y a une vingtaine de guides avec des propositions pour mesurer des indices de la résilience, tels que celui de la FAO, qui s'appelle RIMA, dans sa deuxième version, RIMA 2, avec une partie plus qualitative et une autre plus quantitative. Chaque fois, de façon plus ou moins complète, une approche systémique. Et puis, un aspect important, c'est-à-dire une interprétation de la réalité, puisqu'on ne peut pas rendre compte de l'ensemble de la complexité de tout ce qui joue dans la façon dont on répond aux chocs, aux perturbations. Chaque méthode a en fait une façon d'interpréter ces réponses. Et c'est la réalité pour mesurer ou évaluer la résilience. Donc, si on reprend le guide de la Résilience Alliance, et en fait, on retrouve un peu le schéma qui est commun à différentes méthodes d'évaluation. On a d'abord une description du système, et puis une compréhension et une analyse des dynamiques du système, des interactions entre ces dynamiques,
et des différents modes de gouvernance qui vont jouer sur la façon dont un système peut répondre à des perturbations pour déboucher sur des actions. Et en fait, évaluation et action font partie d'un processus itératif. Donc, il n'est pas exclu qu'après l'action, il y ait de nouveau une évaluation. Nous allons en reparler. Il est même souhaitable. Donc, un petit rappel sur les méthodes d'évaluation de la résilience. Qu'est-ce qu'elles examinent? Si on se base une fois de plus sur cette méthode de l'Alliance pour la résilience, la description du système nous amène à réfléchir sur de quelle résilience on parle, la résilience de quoi, de qui, à quoi, donc à quelle perturbation, à quel changement ou choc, quels sont les problèmes posés par le souci de résilience et à quelle échelle on observe la résilience. Ensuite, pour l'analyse des dynamiques, on est amené à examiner les chocs et autres perturbations, les changements qui peuvent être de la croissance, de la réorganisation. Je ne sais pas si vous avez aussi le carré de... Non. Donc une caractérisation des variables lentes et variables rapides. Donc en fait, au niveau de l'analyse des dynamiques, on regarde tout ce qui bouge, tout ce qui fait changer le système. Et on pense que c'est sur ces aspects-là qu'il est intéressant de mettre l'accent, de poser la réflexion pour comprendre en fait plus que dans quelle situation on se trouve, comment on évolue, comment on réagit. Et ça va dépendre de la façon dont ces dynamiques sont reliées les unes aux autres, donc des liens qu'il peut y avoir entre processus à différentes échelles et des liens entre processus de différentes natures, écologiques, économiques, sociales, par exemple. L'évaluation de la résilience examine aussi les questions de gouvernance, donc les institutions formelles, informelles, les réseaux d'acteurs, qui communiquent avec qui a du pouvoir sur qui, comment, dans situations difficiles, par exemple, quels sont les acteurs qui interviennent ou au contraire sont en retrait. Donc ces analyses permettent ensuite de déboucher sur des actions et nous allons voir un peu plus précisément soit des actions, soit des pistes d'action auxquelles peuvent aboutir une évaluation de la résilience. Donc si on regarde la première, la partie analyse du système, en fait, ce que nous apprend une évaluation de la résilience sur le système ou le problème considéré, c'est qu'il est délimité, donc l'objet d'attention, ce qu'on va regarder, est délimité à partir d'un problème ou d'une question. Généralement, on essaye que ce problème ou cette question soit formulée conjointement par les personnes concernées pour éviter de plaquer un problème qui ne correspond pas aux priorités des populations avec lesquelles on travaille, par exemple. Et à partir de là, on situe ce système ou le territoire sur lequel on travaille ou la communauté avec laquelle on travaille dans une agrégation d'échelle, c'est-à-dire qu'on regarde à la fois l'échelle de ses composantes, de quoi est composé un système, et puis l'échelle du système qui l'englobe. Donc, par exemple, quand on travaille sur des questions de sécurité alimentaire et de comprendre comment des ménages font face à des changements au niveau de leur production agricole, de leur mode d'approvisionnement, l'échelle du système focal, le système, c'est le ménage. Il y a une moindre échelle qui est celle des individus qui le composent, donc par exemple le chef de ménage, les enfants, l'épouse, et à une échelle plus grande, le village dont ils font partie. Si on travaille sur des questions de qualité et de disponibilité de l'eau, l'échelle est plus probablement celle du bassin versant, où ont lieu les différents phénomènes ou processus qui peuvent affecter la qualité et la disponibilité de l'eau.
Et sur ce bassin versant, on voit qu'il y a différentes communautés qui sont organisées chacune pour leur approvisionnement en eau, mais que la qualité et la disponibilité de l'eau va aussi dépendre des mesures qui sont prises à un niveau à plus grande échelle, au niveau de la région ou du pays, par exemple avec sa réglementation sur l'accès à l'eau. Troisième exemple, toujours avec l'idée de bien voir cette imbrégation d'échelle à partir d'un problème qui définit l'échelle du système sur lequel on concentre l'analyse et puis les échelles moindres et plus grandes. Dans un travail dont je vous parlerai un peu plus longuement sur le maintien du café en agroforesterie, on a travaillé à l'échelle du territoire et on a regardé donc à une échelle moindre, plus précisément les exploitations et puis les unités de transformation, et puis à l'échelle du pays, dans lequel se prenaient des mesures, par exemple, pour promouvoir l'agroforesterie. Tout ça, c'est pour préciser les différents niveaux d'action et bien voir que l'action peut avoir lieu directement au niveau du système qui nous occupe, qui nous intéresse, mais aussi à d'autres échelles avec des liens entre ces échelles. Le deuxième point sur lequel l'évaluation de la résilience a un apport intéressant pour l'action concerne les dynamiques et les interactions. Et donc là, ce qu'on a essayé de... On a construit, en fait, ce qu'on a essayé de voir, c'est à partir de l'élaboration d'un profil historique, de voir le profil historique d'un territoire. Donc, on a caractérisé les trajectoires passées, la trajectoire passée du territoire, pour mieux pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, je vous explique à partir de cet exemple d'un territoire agroforestier soumis à de multiples crises et changements au Costa Rica, où sur la base de toute la littérature d'entretien et de recueil de données, on a pu remonter sur 100 ans pour voir les différentes phases de développement du territoire et ce qui s'était passé au niveau national, et puis plus précisément ce qui s'était passé dans des exploitations, des unités de transformation du café. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les liens qu'il peut y avoir donc, entre, par exemple, une crise du prix du café ou une nouvelle loi environnementale et des décisions qui sont prises à un niveau plus individuel d'une exploitation agricole et finalement qui vont avoir une influence sur le territoire. Donc, on avait commencé par faire ce travail sur la base d'informations qu'on avait et on l'a ensuite travaillé avec des populations intéressées par ces questions de maintien du café en agroforesterie dans une région où le café n'est pas tellement reconnu comme un café d'excellence, donc directement touché par les crises de prix et le manque de moyens pour faire face aux maladies, entre autres. Et donc là, on a vu plus précisément sur les 30 dernières années ce qui avait pu affecter, ce qui avait pu changer dans le territoire, ce qui avait été fait, promu et ce qui en était résulté. Le résultat de ces différentes initiatives. Par exemple, on a pu voir qu'il y avait eu plusieurs fois des initiatives pour des nouvelles productions, une fois de la cardamome, de la vanille, des noix de macadamia, et que finalement les conditions n'étaient pas réunies pour que les filières puissent émerger. Et donc, après quelques années, l'entreprise qui avait lancé une nouvelle production avait fait faillite parce qu'il n'y avait pas eu suffisamment de soutien à un niveau peut-être plus national. Quand il y a eu un développement du tourisme, peu après, on s'est pris la décision de construire un barrage hydroélectrique. Donc, ça a évidemment empêché le développement du tourisme qui était basé sur l'utilisation des cours d'eau, du rafting par exemple. Et on voit un petit peu comme ça comment différentes possibilités de développement
ont pu aboutir ou pas. Et là, on a fait le constat en fait que le territoire était un petit peu à la croisée des chemins par rapport à une possibilité soit de maintenir des activités agricoles, soit d'en sortir pour aller pour que les jeunes aillent en ville et les personnes âgées gardent des exploitations assez peu productives sans beaucoup de moyens pour les maintenir. Et donc, c'est à partir de cette analyse qu'on a pu proposer des scénarios qui n'étaient pas simplement des idées comme ça sur tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais vraiment sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce qui a eu lieu ou ce qui était en germe dans la trajectoire passée puisse réellement aboutir à une nouvelle trajectoire de développement. Par exemple, si c'était si les nouvelles productions agricoles se développent, eh ben, cela correspondrait à un déclin du café, puisqu'il faudrait utiliser ces terres pour le café. Donc, c'est un choix qui doit être fait, et avec des programmes de développement qui changent d'objectifs, et l'implication d'acteurs importants pour que les petits producteurs puissent s'insérer dans des filières. Voilà, donc les pistes d'action, en fait, elles sont autour de elles découlent de cette compréhension des conditions de réussite de nouvelles initiatives. Et là, c'est particulièrement important de comprendre cette imbrication d'échelle entre le système dans lequel on travaille et puis là où se prennent des décisions qui sont importantes pour ce système. Les dynamiques et les interactions donnent lieu aussi, nous permettent, l'étude des dynamiques et des interactions nous permettent d'étudier les irréversibilités. Et on a pu caractériser en fait des seuils dans les changements d'usage des sols suite à des crises de dans des régions particulièrement touchées par des fluctuations des prix du café, quand les prix du café chutent et que les prix des intrants augmentent, l'agriculture au niveau du territoire perd de sa rentabilité et des changements d'usage des sols ont lieu. Une partie de la population préfère partir en ville. Donc, on a une population agricole qui diminue par rapport à une population non agricole. Le café ne devient plus si important pour l'identité du pays. Et lorsque le changement d'usage des sols se fait en faveur de l'élevage, et lorsque les animaux sont plutôt un moyen de capitaliser, donc de maintenir, d'avoir un capital vivant, on risque beaucoup de problèmes de surpâturage, de compactation des sols. Et donc au niveau du territoire, ce qu'on a observé, c'est une augmentation des problèmes des sols, une diminution de la biodiversité, une réduction des sources d'eau, si bien que lorsque les prix du café ont été plus favorables et qu'il a été question de reconnaître une qualité spécifique du café dans le territoire, en fait, il était difficile de faire repartir une production du fait notamment de la faible population agricole présente et puis de la dégradation environnementale qui avait eu lieu. L'intérêt de regarder un peu plus précisément ces seuils, c'est d'essayer de quantifier à partir de quel ratio, par exemple, de population agricole sur population non agricole, on a une certaine irréversibilité au niveau des usages des sols, ou à partir de quel ratio de bêtes par hectare, on a une dégradation assez irréversible des sols.
Donc là, c'était une évaluation d'abord qualitative et puis qu'on a essayé de quantifier. Ouais. Je sais pas comment... Voilà, là c'est une évaluation plus qualitative qui compare en fait deux trajectoires pour des ménages d'une communauté rurale. Dans les deux cas, le chef de famille est décédé. Dans un cas, la famille a aidé et a pu subvenir, à la fois envoyer un cousin qui a aidé pour les travaux, soutenir financièrement les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Et finalement, malgré cette tragédie, la famille a pu s'en sortir et repartir. Alors que dans l'autre cas, s'il y a eu un enchaînement où ce décès a donné lieu à un isolement de la famille, à une migration, la famille s'est retrouvée dans une situation plus terrible qu'avant. C'est deux façons de présenter, de montrer que les changements peuvent être plus ou moins irréversibles. Et là, les pistes pour l'action qui correspondent à cette compréhension des irréversibilités, c'est tout ce qui peut empêcher la transmission d'un choc, l'enchaînement de processus qui aboutissent à des situations non souhaitées, ou au contraire, voir comment activer les mécanismes qui permettent de récupérer, de se remettre. Voilà, et le troisième élément de compréhension concerne les pièges et les interventions nécessaires pour en sortir ou pour les éviter. Un très bon exemple sur l'intensification agricole où on voit que les impacts d'une intervention agricole, elle peut permettre de sortir de la pauvreté en générant de nouveaux revenus, mais à condition de veiller à ce que les impacts sur les ressources ne soient pas négatifs. Et ça veut dire voir, en fait, dans ce qu'on propose dans les stratégies de sortie de la pauvreté, qui maintiennent l'attention particulière aux ressources qu'il y avait auparavant dans les pratiques traditionnelles. Donc, c'est un exemple que je ne détaillerai pas trop pour laisser du temps à la discussion. Mais les pistes d'action correspondantes concernent en fait, des interventions qui tiennent compte des multiples dimensions, donc pas simplement financières, mais aussi plus écologiques ou sociales, et qui considèrent des alternatives. Donc, on peut chercher soit à surmonter un obstacle, donc à donner, par exemple, un capital pour sortir de la pauvreté, ou alors réduire l'obstacle, permettre aux gens de gérer plus facilement leur exploitation, par exemple, ou transformer le système. Donc, quand on compare ces possibles stratégies, il est bon de tenir compte de différentes façons des différentes ressources, différentes dimensions. Voilà. Donc, avant de passer la parole à François, je récapitule les pistes, puisqu'il s'agit d'action maintenant. Après une évaluation de la résilience, ce qu'on peut faire, c'est agir pour réunir les conditions de réussite d'une nouvelle initiative en comprenant bien où elle se situe. Agir pour tenter d'empêcher la transmission d'un choc ou l'enchaînement de processus aboutissant à des situations non souhaitées. Et puis intervenir en tenant compte des multiples dimensions en jeu et en considérant les alternatives. Voilà, donc je vais maintenant vous présenter un travail qu'on a fait sur la résilience en Afrique de l'Ouest, où on reprend ce schéma de la résilience, où vous allez voir qu'on fait un certain nombre de choses en même temps et qu'on va regarder un peu les actions qui ont été entreprises. Donc, notre méthode pour la résilience dans notre équipe, c'est de créer un endroit où il y a des interactions. Donc ici, on va parler un petit peu de gouvernance, de faire voir comment les acteurs qui sont en charge de la décision peuvent se mettre ensemble pour discuter. Et nous, en tant que chercheurs, animateurs, on leur propose des artefacts, des outils pour faciliter le dialogue, pour essayer de faire en sorte que les gens se comprennent entre eux,
comprendre les différents points de vue et explore les scénarios de changement, comme Abigail vous l'a déjà présenté. Alors l'expérience, on en a eu différentes, on a travaillé dans différents endroits du monde, mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui concerne l'usage des terres dans le delta du Sénégal, et c'est un travail qui a été fait à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc, dans le delta du fleuve Sénégal, il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs, il y a des pêcheurs. Et le contexte politique de gouvernance, c'est qu'à l'époque, on était dans une pensée sur la décentralisation et on donnait la main à des conseils ruraux qui devaient gérer leurs ressources localement. Et la question, c'est qu'il y avait tous ces usages. Comment faire avec tous ces usages? Donc, pendant 2 ans, il y a eu un processus qui a travaillé avec des systèmes d'information géographique, des ateliers, et à un moment donné, des outils de modélisation et simulation pour faciliter ces discussions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la vallée du fleuve Sénégal, donc des grands ouvrages hydrauliques, des périmètres irrigués, des sécheresses, et cette politique hydro-agricole qui pense essentiellement l'eau et l'air pour l'agriculture dans un contexte de décentralisation à l'époque. Et donc, dans le problème de la gouvernance, c'est le problème des différents rôles, des différentes institutions qui ne savent pas trop comment trouver leur place les unes par rapport aux autres. Donc, l'idée du travail, c'était de fournir aux communautés locales des connaissances et des capacités pour agir, obtenir l'appui des acteurs institutionnels et, voilà, et prendre une méthode qui est reproductible pour le transfert de compétences sur la gestion des territoires. Alors, comment on a fait? On a aidé ces conseils ruraux, on a travaillé avec ces conseils ruraux pour travailler sur l'usage des terres en relation avec les agences de l'État. Et aussi, on est quand même dans une situation où nous pensons que la résilience passe par le fait que la voix de ces conseils ruraux, des groupes locaux de gouvernance doit se faire entendre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des ateliers. Donc, je vais vous passer sur le comment, puisque aujourd'hui, c'est le but de savoir qu'est-ce que ça a donné. Mais donc, on a fait des ateliers où on a fait des cartographies à dire d'acteurs, on a fait des jeux de rôle, on a envisagé des problèmes, des scénarios, on a fait des simulations informatiques avec les gens. On a, voilà, un peu pour vous donner des idées, on a compris le comportement des agriculteurs, qu'on a appelé donc des agents dans nos modélisations, des agriculteurs, des éleveurs. On a fait des simulations sur un territoire. Donc, à droite, vous voyez ici, vous avez un lac, ensuite des terres de différentes qualités. Et puis, des petits carrés, là, ce sont sur nos modélisations des agents qui vont pouvoir cultiver. Et on a envisagé des scénarios. Ici, vous voyez ces 3 traits horizontaux bleus, ce sont des canaux. On a des canaux qui amènent l'eau vers les terres arides. Et on a mis des règles dans les jeux et dans les animations, des règles d'accès à l'eau, parce que si on met l'eau qui arrive, mais qu'on a toujours un problème d'accès, que les gens ne peuvent pas y accéder, ça ne résout aucun problème. Donc pendant 3 jours, on a fait des ateliers de travail comme ça, avec les conseils ruraux et les représentants des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs. Donc ce qui est intéressant pour aujourd'hui, c'est que 10 ans après, eh bien, l'agence FIDA a financé l'évaluation de ce processus et dont vous avez ici la référence et vous pourrez retrouver, et je vais vous expliquer brièvement ce qu'elle a trouvé. Elle a trouvé que donc ces ateliers qui avaient permis aux gens de se rencontrer, de discuter, de créer des scénarios, eh bien à court terme, il y a tout de suite eu une planification locale pour traiter des enjeux. On va voir un peu après, vous verrez après. À plus long terme, à moyen terme, on s'est aperçu que plusieurs années après, en fait, le conseil du district a trouvé de lui-même, c'est-à-dire qu'il a été chercher les financements pour construire les infrastructures. Les fameux canaux que vous avez vus sur les outils de simulation ont été construits avec un organisme de gestion des priorités qui était de sécuriser les éleveurs pour défendre tout le monde. Et des changements de relations aussi, ce qui s'est passé à moyen terme. À moyen terme, on parle là de 5 ans à peu près, de changer les relations entre le conseil rural et l'organisme d'État qui s'appelait la SAED. Et sur le long terme, c'est-à-dire 12 ans plus tard, eh bien, on s'aperçoit que ces conseils ruraux utilisent toujours ces outils de consultation, de concertation et de décision collective pour faire opposition à l'accaparement des terres, puisque 12 ans après, 15 ans après, les problèmes sont devenus autres. Ce sont des problèmes maintenant d'accaparement des terres. Mais il y a toujours des effets de ces travaux qui avaient été faits 15 ans auparavant.
Donc là, vous avez une image d'un des plans d'occupation des sols qui ont été décidés pendant ces travaux. Et vous avez ici en tout petit, vous pourrez agrandir, mais c'est rapidement, très rapidement après les ateliers, les gens se sont donné des règles, des institutions, Soostrom, des règles pour savoir comment on pouvait avoir accès au pâturage, à l'eau, à quel moment, comment on pouvait utiliser les résidus de récolte par le bétail après, etc., etc. Donc ces règles ont été faites et il y a eu un impact qui n'est pas seulement local, national, puisque quelque temps après cette procédure, un Conseil des ministres a dit officiellement que cette méthode devait être généralisée et que les plans régionaux devaient prendre en compte cette promotion d'infrastructures. Et 12 ans plus tard, on s'aperçoit que cette méthode a été mise en place dans d'autres pays aussi au voisinage. L'évaluation, maintenant, donc on a mis l'action qui a montré de la résilience des gens pour faire face à des nouveaux problèmes et à des nouvelles échelles. Ce que dit l'évaluation des points faibles de ce travail, ça a été que les agences d'État se sont appropriées ce processus, ce qui n'est pas un point faible, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais le souci, c'est qu'elles ont pris les méthodes, elles ont approprié les méthodes, mais il n'y a pas d'aide pour une animation locale, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné les moyens à ce que cette animation locale se passe. Voilà, donc ce qui est important à travers cet exemple et à travers les différentes choses dont on a parlé avec Abigail au niveau de la résilience, c'est de dire deux choses. Il y a une résilience qu'on appelle une résilience spécifique. C'est se donner, est-ce que les gens sont résilients? Est-ce qu'il y a une résilience du système pour un choc spécifique? Une sécheresse, un changement de prix, etc. Donc, est-ce qu'on fait de la résilience? On essaie de construire de la résilience pour résoudre ce problème et que les gens puissent supporter ce choc-là et franchir un seuil à ce choc-là. Ou bien alors, l'autre idée, c'est ce qu'on appelle la résilience générale. C'est-à-dire que, est-ce que le système dont on parle, le lieu, le territoire dont on parle, est prêt à supporter des chocs répétés? Et ces chocs, on ne les connaît pas encore. Par exemple, il y a 15 ans, c'était une question de périmètre irrigué, ce n'était pas une question d'accaparement des terres. Mais comment faire en sorte pour que les gens soient capables de prendre en compte différentes perturbations dans le temps et sans savoir encore lesquelles ce sera. Et donc là, toutes les idées, c'est de prévoir de la diversité, de la redondance, de l'ouverture, des processus collectifs tels que ceux qu'on vous a montrés, de façon à ce que, même si le problème change, les gens soient capables de se remettre autour de la table pour envisager des scénarios et avancer ensemble. Voilà, donc on a fini. En conclusion, voilà, de ces travaux sur la résilience et de ce que l'on peut faire, c'est de mettre l'accent sur ce côté multi-échelle, de travailler, qu'on a vu qu'on travaille à multi-échelle, et de regarder les endroits où il y a des irréversibilités pour avoir des interventions de différents types qui vont empêcher la transmission des perturbations ou pour relier des dynamiques qui permettent de sortir des problèmes. Identifier des alternatives, c'est le travail sur les scénarios, tirer les enseignements des trajectoires et des expériences passées, et cette fameuse gestion adaptative dont on a parlé, c'est-à-dire de faire en sorte que régulièrement on évalue comment les gens sont capables et les territoires sont capables de faire face à des chocs et d'imaginer les futurs possibles. Avec deux façons de voir, c'est résoudre un problème donné, ce qui est la résilience spécifique, ou bien se préparer à de nouveaux enjeux pour le futur, ce qui est la résilience générale. Voilà, et nous en terminons là avec cette conclusion, et donc vous verrez des documents ensuite dans les diapositives suivantes. Je vous remercie, nous vous remercions et sommes à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup François et Abigail pour cette présentation très intéressante avec des exemples très concrets, et notamment le dernier sur le delta du fleuve Sénégal. Je vois qu'il y a une question avant ça. Je voulais poser moi-même une question sur la fin de votre présentation, François, sur ce qui me paraît être un point important. Sur le conseil au niveau local, vous disiez il manque un des problèmes qui a été repéré, c'était le manque d'aide pour une animation locale. Oui. Vous disiez qu'il y a il y aurait un suivi au niveau national,
mais il n'y avait pas d'aide pour une animation au niveau local. Et je me demandais si les structures locales étaient impliquées dans le processus, c'est-à-dire structures locales, gouvernementales locales. Ben, elles ont été, mais elles n'ont pas bénéficié de beaucoup de fonds. Alors en fait, effectivement, c'est un souci qu'on peut retrouver ailleurs, c'est-à-dire que il y a des initiatives locales qui se mettent en place, les fameux graines d'un bon anthropocène. Certaines donnent des résultats négatifs, elles sont abandonnées. Certaines donnent des résultats positifs, elles émergent. Et ce qui se passe, elles font exemple. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ici, l'État ou des niveaux d'organisation supérieurs vont prendre en compte ces initiatives locales pour essayer de les disséminer, etc. Mais il ne faut pas qu'elles oublient de continuer à les alimenter. Voilà, c'est ça un peu le risque, c'est-à-dire que du coup, on dit, oh, c'est formidable ces initiatives locales, parfait, d'ailleurs, on va les diffuser, on va les disséminer, on va les changer d'échelle et tout et tout. Et on oublie que c'était localement qu'elles se sont passées et on oublie de les soutenir, de les alimenter. Voilà. Donc, c'était un peu ce qui s'est passé à cet endroit-là où on leur a dit bravo, formidable ce que vous faites, mais bon, d'ailleurs, on adopte votre méthode, formidable, mais on ne les soutient pas financièrement ou politiquement. Oui, d'accord. Très souvent, il est difficile de trouver les ressources financières au niveau local. Est-ce qu'il y a des exemples où le processus avance sans Ça, c'est pas un problème. En fait, le souci, ensuite, il est plus au niveau un petit peu politique. C'était quand on passe à l'échelon supérieur, qu'on dit formidable ce que vous avez fait, etc., et qu'on oublie de continuer à soutenir politiquement. Mais on a quand même des exemples où les gens ont construit des choses par eux-mêmes, comme ces canaux-là. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, la parole est aux auditeurs. Pour des questions bien concrètes, partagez votre expérience ou bien même des questions sur la méthodologie qui a été présentée aussi par Abigail d'évaluation. Je vois ici une personne qui demande la parole. Emery Mohula, est-ce que vous m'entendez, Emery? Ah non, je ne peux pas actionner votre microphone. Je ne sais pas si votre microphone fonctionne, Emery. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais vérifiez votre micro parce que je ne peux pas l'activer pour l'instant. Y a-t-il d'autres questions en attendant? Je suis en train de voir là si je vois des questions. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres mains levées à part Emery que je n'arrive pas à joindre. Peut-être que vous avez quelque chose à rajouter, sûrement. Enfin, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire.
Non, mais sans rajouter, pas à travers l'ordinateur, c'est toujours spécial, mais en général, on peut demander aux participants s'ils n'ont pas forcément de questions, mais si ils ont eux-mêmes vécu des opérations telles que nous les avons présentées, c'est pas donc de partager leur expérience, ou vous pouvez aussi dire que vous n'êtes pas d'accord. Il y a des choses qu'on a dit avec lesquelles vous ne pouvez ne pas être d'accord. Il n'y a pas de problème. Tout à On est fait, tout à content fait. d'interagir Oui, avec oui. vous. Je vois une main levée. On va voir si j'arrive à la joindre. Ati Belfegor, vous m'entendez? Ati Belfegor Ngele. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai donné le micro. Non, on ne vous entend pas. Obandata, vous m'entendez? Umbindata? Non? Allô? Allô? Oui? Allô? Moi, c'est Je vous Monsieur entends, Emery vous vous Mouroula. présentez? Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, c'est Monsieur Emery Mouroula. Vous veniez de me donner à peine la parole, mais il y avait un problème de connexion là. D'accord. Donc c'est bien, on vous entend. Je vous écoute. C'est Monsieur. Moi, je réponds au nom de Monsieur Emery Mouroula. Je suis consultant. Alors, je travaille avec certaines organisations. Je vous appelle à partir de la République démocratique du Congo, précisément Kinshasa. Alors, bon, moi, c'est juste une réflexion en rapport avec l'exposé que vous venez de nous présenter tantôt. Alors, mon expérience dans ce domaine de la résilience, de l'évaluation de la résilience, en fait, c'est vous aviez parlé dans votre exposé en rapport avec les initiatives locales. Bon, l'expérience que moi j'ai avec certaines organisations, en fait, vous savez, il est toujours évident d'intégrer les initiatives locales dans la mise en œuvre même de programmes, de projets de développement. Mais le comble est que, c'est vrai, les initiatives locales ont toujours été présentées, mais quand il s'agit de la mise en œuvre, en tout cas, on ignore, on arrive à oublier ces communautés locales. Parce que vous savez, ces communautés locales, les communautés autochtones, ce sont des consommateurs directs même de ces activités, même du projet, de programme. Mais quand on arrive à les oublier, bon, c'est vraiment compliqué. Bon, ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, que c'est vrai, les initiatives locales peuvent être présentées, mais l'appui financier des partenaires ne suit pas plutôt. Et bon, quand ça ne suit pas, vous verrez aussi les politiques s'impliquer sur ces activités. C'est ce qui bloque un peu, qui freine. Donc, moi, je pense que j'ai toujours encouragé, soutenu l'appui même des initiatives locales qui sont présentées à leur niveau. Quand on n'arrive même pas à les intégrer, c'est ce qui fait un peu mal. Bon, ça c'est par rapport à une petite expérience que j'ai, parce que bon, c'est un peu la difficulté. Bon, j'ai, à part cette réflexion, j'ai une petite question à poser à poser à M. François Bousquet, parce que vous aviez présenté un schéma en rapport avec l'évaluation et l'action dans le processus itératif et réflectif, où vous nous aviez parlé même de certains
concepts, notamment la description du système, les actions, la gouvernance, les interactions dynamiques. On comprend que c'est un processus, ce sont des concepts vraiment intéressants pour arriver à vraiment à évaluer et mettre en action ces processus itératifs et réflexifs. Bon, parce que vous avez parlé de l'évaluation-action dans ce processus itératif. Bon, en rapport avec la gouvernance. La gouvernance, vous avez dit dans la gouvernance, justement, on fait appel aux institutions, au réseau d'action, ainsi de suite. Bon, pensez-vous que la participation même ou l'implication de ces institutions ou de ces réseaux d'action au niveau du volet gouvernance, pensez-vous que si tous ces acteurs ou les institutions sont réellement impliqués, nous espérons que l'évaluation et les actions peuvent atteindre les résultats. Mais il faudrait que l'aspect aussi, la transparence aussi, l'efficacité puisse se faire, tous ces acteurs puissent quand même s'impliquer afin que les résultats puissent être atteints. Bon, en rapport avec les différents niveaux, lorsque vous parliez même de l'évaluation de la résilience du système ou les problèmes considérés, c'est pas, il y a moyen vous pourriez quand même m'aider à préciser les différents niveaux même d'action et les différents niveaux d'action lorsqu'on veut faire une évaluation de la résilience, surtout sur le système ou les problèmes considérés, évidemment dans le cadre de l'exposé que vous venez de nous présenter. Voilà ma première intervention et ma dernière question que à laquelle je voudrais obtenir un éclaircissement. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais faire une première partie de réponse. Peut-être, Abigail, tu pourras compléter si tu veux. Vous voyez, effectivement, donc merci pour votre intervention, votre témoignage qui correspond aussi à ce que nous vivons, nous pensons. Vous voyez sur ce schéma, là, j'ai repris le schéma dont vous parliez avec les 5 bulles, la gouvernance. Effectivement, notre implication dans l'implication des différentes institutions dans la gouvernance est très importante. Et à travers l'exemple qui vous a été présenté, c'est de dire que, en fait, il faut faire cet exercice-là, les 5 bulles, description du système, dynamique, interaction, gouvernance. Ça fait partie de la gouvernance que de le faire ensemble, c'est-à-dire à travers les ateliers tels qu'on vous a présentés, qui rassemblent les différents réseaux d'acteurs, les différentes organisations, les différents pouvoirs, c'est de collectivement, et ça se fait pas forcément tout de suite et facilement, mais de collectivement se poser ensemble les questions du problème, des échelles, donc la description du système, des dynamiques, de comprendre ensemble, et c'est pour ça que nous faisons des animations, de comprendre ensemble les dynamiques, les interactions, de faire tout un travail d'apprentissage collectif, mais qui est en même temps, qui fait partie de la gouvernance et de l'action. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici d'un peu original, c'est de dire que l'apprentissage, la connaissance se fait en même temps que l'action. On construit en même temps et on construit les bases de la gouvernance en apprenant ensemble avec les différents acteurs, ce qui devrait favoriser transparence et efficacité comme vous l'avez souhaité, et surtout qui permet normalement, mais qui devrait permettre une résilience générale. C'est-à-dire que demain, lorsqu'il y aura un nouveau problème, eh bien, les groupes pourront à nouveau s'assembler, réfléchir à la définition de leurs problèmes et de leur compréhension et de savoir comment agir et quels sont les acteurs importants, qui sont ceux qui ont du pouvoir, ceux qui peuvent parler, qui ne peuvent pas parler, tout ça, pour des nouveaux problèmes qui apparaîtront ensemble. Donc voilà un petit peu la façon de voir les choses pour les différents
différents niveaux? Je pense que tu avais des choses. Non, par rapport à ces questions d'efficacité, je pense qu'effectivement, il faut bien penser la taille des groupes ou la façon dont on intervient pour que les personnes puissent s'exprimer et puis qu'on puisse comprendre éventuellement les différences de point de vue, les différentes façons de voir les choses et puis se concentrer peut-être sur ce qui nous paraît ensemble le plus important et contribuant au problème qu'on a défini ensemble. Parce que sinon, disons qu'un travail peu efficace, pour moi, ce serait un travail où on rassemble énormément de données et on n'arrive pas trop à en faire quelque chose parce qu'on n'aura finalement pas trop fait le lien entre, disons, des données climatiques, des données sociales, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler à une échelle suffisamment adéquate pour à la fois avoir une diversité de points de vue et en même temps pouvoir arriver à converger pour se mettre d'accord sur ce qu'on est en train ce qu'on veut mieux comprendre, sur quel fonctionnement on va mettre un coup de projecteur. D'accord, merci beaucoup. beaucoup. L'adaptation au changement climatique, c'est flagrant, par exemple, le nombre de données qu'on peut avoir sur le climat et finalement qu'on n'utilise pas, parce qu'on n'arrive pas trop à faire le lien entre ce qui change au niveau climat et ce qui change au niveau usage du sol ou autre. Donc, c'est sur ces liens, ces interactions entre dynamiques que cette participation est vraiment utile. Et forcément, ça ne peut pas être des groupes énormes. Ok, merci beaucoup. Merci. Je donne la parole à Wemblegon Michel. On va voir si vous avez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous avez la parole. On vous écoute. Je vous remercie, monsieur, pour votre présentation. Vous pouvez aussi vous présenter. Oui. Je suis ivoirien et donc je voudrais intervenir sur les actions. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, oui, oui. Okay. Vous pouvez peut-être préciser un peu votre question. Voilà. Au niveau du schéma de l'évaluation de la résilience, il y a une partie des actions. C'est-à-dire, tout juste après la gouvernance, on parle des actions. Au plan local, par exemple, en Côte d'Ivoire, au niveau des actions, il peut y avoir plusieurs actions, c'est-à-dire des actions au niveau de l'État, les actions au niveau des conseils généraux, ou bien les actions au niveau des conseils locaux. Est-ce que toutes ces actions, on peut les combiner pour une résilience efficace sur un même site lorsqu'il y a un choc? C'est ce que je voudrais savoir. Allô? D'accord, oui, oui, on vous a entendu. Voilà. Donc, je voudrais que vous donniez plus d'explications sur les actions. D'accord. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a ces différents éléments. C'est un peu pour ça que nous essayons de promouvoir une compréhension partagée et multiniveau du problème. Donc, par exemple, si on a des questions sur un problème donné, une question d'aménagement du territoire donné, c'est d'arriver à combiner les différentes façons de voir aux différents niveaux dont vous avez parlé, de l'État, les conseils généraux, les conseils locaux, d'arriver à avoir une compréhension commune. Alors, nous avons expérimenté de différentes façons. Nous avons expérimenté des fois en mettant les gens autour de la table de la même, des trois niveaux dont vous avez parlé à peu près, pour des ateliers en commun, pour faire travailler les gens ensemble. Et il y a des endroits où ça marche. Au Sénégal, ça a plutôt marché. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire, je ne connais pas. Mais on peut mettre des gens depuis le conseil rural, depuis le petit territoire, jusqu'à l'État. On peut mettre les gens ensemble. Il y a d'autres expériences où nous avons travaillé plutôt en travaillant avec chacun des sous-groupes, c'est-à-dire d'envisager les ateliers et les
réflexion à chacun des niveaux et ensuite de porter la parole des uns aux autres. Voilà, c'est-à-dire de dire, bon, ben, les agriculteurs et les gens sur le terrain, dans les conseils locaux, ils ont pensé ça. Voilà ce qui est, et inversement, au niveau local, aller présenter un peu ce qui se passe aux autres niveaux. C'est un peu les deux façons qu'on a expérimentées à travers différents outils. Actuellement, nous travaillons par exemple avec du Théâtre Forum au Sénégal pour aller présenter la façon de réfléchir de chacun des niveaux aux différents endroits pour essayer de les combiner parce que souvent ces niveaux-là s'ignorent. Alors on ne dit pas qu'on réussit, qu'on a la solution magique et la méthode magique, mais c'est de multiples expériences, mais en tout cas avec cet objectif que de partager les points de vue et de comprendre les points de vue des uns et des autres. Voilà ce que je pourrais vous dire. Je ne sais pas si Gaël, tu veux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec François. On a de la même façon, dans cet exemple dont je vous parlais au Costa Rica, on n'a pas forcément réussi à rassembler les différents niveaux de décision. Par contre, on a fait des ateliers à différents niveaux et on a à chaque fois parlé des points de vue de différents niveaux, porter la parole et les éléments de compréhension de chacun des niveaux. Il y a une question que vous avez soulevée au début à la présentation, c'était le lien entre ce qui se fait au niveau local et puis ce qui se fait à d'autres niveaux, au niveau régional et national. Et donc là, vous avez un peu répondu à donc augmenter la communication, le travail ensemble avec les différents niveaux pour la mise en œuvre au niveau des actions. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez encore peut-être Wimbledon Michel, vous avez encore un commentaire à faire? Non, c'est bon, merci monsieur, merci, je vous remercie. Je peux compléter un peu parce que votre question, Michel, me fait aussi continuer à réfléchir. L'intérêt c'est aussi des questions de pouvoir et de domination et des choses comme ça qui fait qu'on va adopter telle ou telle attitude. Par exemple, il peut y avoir des endroits où on a des pouvoirs assez puissants et qui vont pas vouloir trop entendre la parole des plus locales. Et ça peut, bon, il faut dire les choses, ça peut des fois mettre en danger les gens que d'aller tous les mélanger et qu'ils puissent parler. Des fois, les gens ne peuvent pas parler soit parce que ce n'est pas dans les traditions, un agriculteur ne va pas parler lorsqu'un conseiller du ministre est là, par une simple parce que c'est pas le même niveau d'éducation, par timidité. Et des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est carrément des pays où ça peut être dangereux. Moi, j'avais travaillé dans des pays où des grands réseaux industriels pouvaient être dangereux, lorsque on faisait pas ce qu'ils voulaient. Et donc, à ce moment-là, évidemment, on va séparer, on va pas mettre les gens ensemble dans les ateliers, mais il est un peu du rôle du chercheur ou du consultant ou des choses comme ça que de faire de cet exercice et de se faire un peu le porte-parole, le porte-voix des uns auprès des autres. Voilà, je pense ça parce que on n'est pas dans un monde idéal où on peut mettre tout le monde comme ça autour de la table et parler. Des fois, c'est pas possible, c'est même dangereux. Et donc, le chercheur, le consultant peut, dans une certaine mesure, porter la parole. Mais il doit aussi faire attention parce qu'il ne faut pas qu'il aille dénoncer rendre les faibles encore plus faibles, aller expliquer des choses aux puissants qui vont ensuite s'en servir. Donc voilà, il y a eu en particulier, on parle de description du système, il y a eu toute une littérature dans les années 90-2000 sur la cartographie participative qu'on pourrait reporter ici, c'est-à-dire qu'on faisait des cartes avec les gens, on faisait les limites de leur terroir, et les gens participaient, ils étaient contents. Après, les cartes remontaient dans les niveaux, et après, les gens n'avaient plus le droit de passer leurs frontières, etc., etc. Et donc, il faut faire des fois attention à ça. Voilà. Continuer la réflexion. La résilience, elle passe aussi par la résilience générale, et la résilience des gens, elle passe aussi par ne pas les mettre en danger dans cet exercice.
Merci beaucoup pour votre précision et votre sensibilité au cas par cas. Et les situations, bien sûr, peuvent être très différentes d'un cas à l'autre. Ici, je vois, je donne la parole à Olivier Ngoye. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous nous entendez, Allô? Olivier Ngoye? Oui, je vous entends. Je vous entends. Vous pouvez parler un peu plus fort, peut-être près du microphone Oui, je et vous vous entends. présenter. Allô? Je vous entends, oui, vous pouvez parler un peu plus fort peut-être. Ok, merci. J'aimerais juste avoir une précision sur la méthodologie utilisée. Dans l'exemple que François a donné pour la résilience. Oui. Donc, j'ai donné l'exemple du Sénégal. C'est une méthodologie que nous avons appelée modélisation d'accompagnement. Modélisation parce que c'est description du système, des dynamiques et des interactions. De comprendre ensemble, quand on dit modéliser, c'est comprendre ensemble les dynamiques, les interactions et le système. Et on a appelé ça d'accompagnement parce qu'on pense que les chercheurs, les consultants, les administratifs et les usagers réfléchissent ensemble à l'évolution de leur territoire, de leur système. Et donc, on a appelé ça modélisation d'accompagnement, qui pour nous ressemble énormément à l'évaluation de la résilience. Hein. Ça correspond tout à fait aux mêmes idées que l'évaluation de la résilience. Nous considérons que c'est une évaluation de la résilience. Donc, il y a quelques références, comme on ne va pas vous faire un exposé complètement là-dessus, il y a quelques références qui sont sur le PowerPoint, là, qu'on a affiché. Et voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'utiliser des outils pour représenter les connaissances. Alors, ça peut être des modèles informatiques, ça peut être des jeux, ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être différentes choses, où chaque groupe va représenter un peu sa réalité, telle qu'il la voit par rapport au problème, et ce qui permet de voir ensemble quels sont les scénarios possibles pour faire avancer les choses. Et accompagnement, ça veut dire dans le temps aussi. Quand on accompagne quelqu'un, si vous accompagnez quelqu'un, vous allez rester avec lui au cours du chemin. Et donc, s'il y a des embûches, s'il y a des nouveautés, eh bien, vous les aborderez ensemble. Donc, c'est un peu cette idée-là qu'il y a derrière accompagnement aussi. Et c'est et on avance ensemble, quoi. Les différents porteurs de connaissances, les différents groupes avancent ensemble parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. On le sait avec les sciences de la complexité. On ne peut pas prévenir l'avenir, on est dans un monde incertain, mais on peut avancer ensemble et assembler toutes nos connaissances au cours du temps. Voilà un peu ça, c'est la philosophie. Sur la technique, là, je vous rapporte à quelques écrits qui sont là, des sites web. Mais de nouveau, ça correspond à l'idée de l'évaluation de la résilience. Mais on est enchanté aussi, si vous voulez discuter avec nous par mail, après, on peut vous en dire plus. Ah ben. Très bien, merci. Je vais vous lire deux questions qui ont été posées par écrit. Je crois que c'est une personne qui avait un problème avec le microphone. Il s'agit de Aubin Data de Centrafrique. J'ai une question concernant les différentes méthodes d'évaluation de résilience. Leurs diverses interactions pourraient avoir des impacts positifs dans la gouvernance des institutions. Donc, leurs diverses interactions pourraient-elles avoir des impacts positifs dans la gouvernance des institutions formelles et informelles? Alors, en fait, elles se recoupent beaucoup, ces méthodes. On vous a mis les références là sur la présentation, puis là, je peux vous montrer ce que ça donne. C'est des documents de 50 à 200, là, c'est 112 pages. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et donc, chaque fois, ce qu'on voit, c'est que les méthodes ont été développées dans des contextes particuliers par rapport à des moyens, à des échelles de temps particulières. Et du coup,
c'est pas forcément nécessaire de les assembler puisqu'elles reprennent des éléments. Par exemple, celle du STAP, du Conseil consultatif du Fonds pour l'environnement mondial, reprend pas mal d'éléments de celle de l'Alliance pour la résilience. Celle de Cobra s'intéresse plus aux moyens d'existence, un peu comme les méthodes de la FAO. Donc, on retrouve en fait dans ces méthodes la volonté à la fois d'écrire, analyser ensemble des systèmes et puis mesurer, si possible, quantifier. Et l'intérêt pour la gouvernance, ça va dépendre vraiment de la demande de ceux qui sont impliqués dans la gouvernance d'une question, d'un problème, d'un thème. C'est peut-être pas, je pense que c'est assez inspirant. Chaque méthode a une façon de présenter qui peut être plus à l'anglo-saxonne, plus basée sur, s'intéresse plus sur les données ou sur des schémas conceptuels. Ça va dépendre vraiment de la façon dont les gens aiment travailler. Celle qui rassemble peut-être le plus d'outils de celle que je présentais, c'est celle de Braced, où c'est vraiment, comme on dit, un toolkit, c'est-à-dire un kit de différents outils qui sont présentés rapidement et puis sur lequel on peut ensuite décider ce qui nous sert. Ce qui serait dommage, c'est de prendre des méthodes au pied de la lettre et de faire exactement ce qui est dit, parce que ça va dépendre du contexte, des possibilités de le faire ou pas et de la façon dont on va ensuite pouvoir utiliser les résultats de l'évaluation. D'accord. Comme le disait François, si vous voulez en discuter plus, de manière plus approfondie par rapport à des questions particulières de gouvernance, on peut peut-être vous orienter sur une méthode ou une autre. Voilà, tout à fait. Donc, vous pouvez rester en contact avec nous et puis on peut éventuellement vous envoyer des informations selon les demandes. Merci en tout cas. Il y a une autre question ici de Yves Alatunji qui est du Bénin, qui est assistant dans une organisation de biodiversité et de développement durable au Bénin. Donc, Yves Alatunji voudrait savoir si agir sur l'évaluation de la résilience est obligatoirement synonyme d'une mise en place de projets de développement communautaire. Eh bien, c'est une excellente question. Comme toutes ces questions, ce témoignage, moi, je dirais non. Mais c'est une discussion, hein, que franchement, on n'est pas un peu en position d'expert et qui enseigne. C'est une véritable discussion. Ma position serait plutôt non. Si on respecte un peu les idées de l'évaluation de la résilience ou de la modélisation d'accompagnement, on doit être ouvert à de nombreuses façons de voir les choses et de nombreuses solutions ou pistes qui peuvent émerger de la compréhension collective du problème et des scénarios. Donc, très naturellement, on pense que le fait que les communautés se regroupent pour travailler sur le sujet, très naturellement, on va penser que oui, c'est bien. Mais pour moi, l'évaluation de la résilience, elle n'est pas forcément cela. Une analyse collective du problème peut identifier qu'une action publique à l'échelle du pays va être vraiment le facteur déterminant de la résilience. Et à ce moment-là, c'est à ce niveau-là qu'il faut agir, ce qui ne veut pas dire que les communautés seront oubliées ou méprisées ou on les fera taire, mais voilà, la solution, une des solutions envisagées, que l'on examinera plus tard, etc., peut-être à d'autres niveaux. Donc, pour moi, il n'y a pas obligatoirement association avec une action de communautaire. Par contre, là où il y a obligatoirement implication de la communauté, c'est dans l'analyse. C'est dans l'analyse, dans la compréhension, dans les tests, etc. Voilà un petit peu comment... moi, je verrais les choses un petit peu théoriquement. Bon, l'idéal étant en général, quand il y a des solutions, en général, elles seront partagées entre les différents niveaux. Il y a des actions entre les différents niveaux. Pour moi, c'est une première partie de la réponse. Et une deuxième partie de la réponse, c'est une analyse qu'on a faite suite à la conférence. On avait écrit un article là qui est dans les références
où il y a quand même des gens qui critiquent les réflexions sur la résilience, sur la gestion communautaire et uniquement sur la gestion communautaire, qui serait finalement de ne faire reposer le futur, les solutions, que sur les communautés. Donc c'est assez facile, on dit bon, le problème de résilience, tout ça, on en parle avec tout le monde, et c'est aux communautés de mettre en place les éléments, on va leur donner beaucoup d'autonomie, c'est ce qu'il y a à voir, et puis c'est une résilience communautaire, ce sont les communautés qui vont devoir assumer l'augmentation de la résilience et la prise en charge de la résilience. Certains critiques de ces réflexions considèrent que c'est une façon un petit peu de faire reposer sur eux le problème, de se laver les mains, que les autres acteurs se lavent un petit peu les mains et se débarrassent d'un problème, et surtout dans le cas où on ne les appuie pas financièrement et tout ça. Donc voilà, deux réponses très différentes, mais voilà, qui posent vraiment la question de la gestion communautaire comme une méthode de gouvernance qui peut être très très utile, mais qui pour moi n'est pas obligatoire et qui des fois pourrait être manipulée. Voilà un peu mes réflexions. D'accord, merci beaucoup. Il y a Yacouba Oumaro qui a demandé la parole. Est-ce que vous m'entendez, Yacouba? Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. On vous entend, oui. Oui. C'est Yacouba Oumaro du Cameroun. Et en parlant des coupures. Mais je voudrais poser une question sur les méthodes d'évaluation de la résilience. Alors, on a présenté l'évaluation de la résilience. Je voudrais savoir, est-ce que ces méthodes s'appliquent en fonction des scénarios ou on peut les utiliser dans tous les cas? Est-ce qu'on peut décider de choisir une méthode et utiliser? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que j'ai mené des travaux sur l'adaptation des paysans aux perturbations métriques dans les systèmes de culture sorgho-répliqués. Et à partir de l'élection dernière, évaluer la résilience de ces agrosystèmes face aux chocs pluviométriques. Alors, j'ai appliqué les 7 principes de la résilience et je voudrais, à partir de cet exposé, sur comment faire après avoir évalué, continuer le travail. Comment m'y prendre, je ne sais pas. Ça, c'est un peu les préoccupations. Merci beaucoup. Oui, merci pour votre question. On parlait en semaine 1, en fait, de façon complémentaire d'examiner les questions de résilience. L'une qui met plus l'accent sur les attributs, sur les capacités, sur ce qu'a le système pour faire face aux chocs, ce dont il dispose. Et puis une autre, donc c'est la résilience dans le développement, la résilience du développement. Et puis une approche qui met plus l'accent sur les processus, les dynamiques, les interactions. Donc comment fonctionne le système en réponse à des changements, les perturbations. Ou à des interventions censées être positives. Et donc, en fait, le choix de la méthode, déjà, il va peut-être un peu dépendre de si on veut plutôt regarder ce qu'est le système, ce dont il dispose, ses attributs, ou si on va plutôt regarder comment il fonctionne, je dirais. Mais dans beaucoup de cas, les méthodes, elles essayent justement de combiner, d'associer ces deux parties. Mais si on cherche à mesurer la résilience, si on veut avoir quelque chose de plus quantitatif avec des indices de résilience, on va avoir tendance à regarder plutôt à décrire le système et donc plutôt regarder ces différents attributs, par exemple le capital économique, financier, le capital naturel, le capital culturel, et puis voir avant un choc, après un choc, essayer de mesurer dans le temps, faire plusieurs photos comme ça dans le temps. Alors que si on veut plutôt regarder, par exemple dans une question d'agroécologie, comment des changements au niveau agronomique sont reliés à des changements au niveau des pratiques et puis des changements au niveau d'organisation du ménage ou comme ça, on va peut-être plus s'intéresser à des méthodes d'évaluation sur des dynamiques et des interactions. Ce qui est dans chaque méthode, en fait, il y a une liste de
de choses à faire, de questions, de tableaux à remplir. Et en fait, il faut vraiment voir comment ajuster ça par rapport au temps, aux objectifs de l'évaluation. Et puis ensuite, aux données dont on dispose, aux possibilités de participation de gens qui ont des informations, des points de vue sur la question. Tu veux rajouter quelque chose, François? Oui, sinon, sur la deuxième partie de votre question, là, donc vous avez parlé, on a été assez coupé, hein, Monsieur Oumarou, là. Mais j'en ai à peu près compris que vous travaillez sur le sorgho et que vous aviez travaillé sur la résilience et que vous aviez regardé les 7 principes de la résilience. Et après, vous vous demandez comment faire. Il disait qu'il me semble avoir compris que l'évaluation avait été faite et puis la question c'était comment passer à la suite. Quelle est l'étape suivante après l'évaluation? C'est ça. Bon, après, voilà, ça pose la question de cette évaluation des 2 étapes. Est-ce que évaluation-action ou bien alors est-ce que évaluation et action se construisent en même temps? Donc, en fait, ce qui serait intéressant, on peut en discuter après, c'est comment vous avez conduit l'évaluation. Est-ce que les agriculteurs en particulier qui plantent le sorgho et les fournisseurs, les vulgarisateurs, etc., ont aussi participé, ont évalué les 7 principes ensemble? Est-ce que ces 7 principes les intéressent, font écho chez eux, leur disent quelque chose, etc. Donc, nous, la façon qu'on a de faire, c'est de faire ça comme ça, cette évaluation, une espèce d'auto-évaluation des 7 principes ou bien alors des 5 du système, des dynamiques d'interaction, enfin les différentes formes, de la faire ensemble, parce qu'ensuite de ça émergent potentiellement des actions qui sont décidées, qui sont réfléchies collectivement. Ça, c'est un peu la façon de faire. Bon, maintenant, si l'évaluation, elle a été faite sur les 7 principes, après, nous, je pense notre conseil, ce serait de retourner vers ces différents acteurs et de mobiliser leurs réflexions et ce qu'ils peuvent faire pour mettre en place des actions qui permettent de favoriser ces 7 principes ou de les rétablir ou de les renforcer encore. Voilà, ce serait notre façon de voir les choses. D'accord. Est-ce que vous avez bien entendu Yacouba Oumarou? Oui, c'est vrai, j'ai entendu en partie parce qu'il y avait des coupures, mais j'ai bien suivi la deuxième partie de François. En fait, dans l'évaluation de ces principes, je suis parti à partir des résultats que j'ai eu du terrain, un peu pour voir au niveau de la diversité, est-ce qu'il y a de la diversité, au niveau de la redondance, au niveau de la connectivité. C'est une évaluation à partir des résultats que j'ai eu du terrain. Donc voilà un peu l'évaluation que j'ai eu à faire. D'accord. Merci bien. Peut-être que je peux rajouter quelque chose à propos de l'intérêt aussi d'une première évaluation pour poursuivre et essayer d'approfondir sur ce qu'on voudrait pour le futur. C'est-à-dire qu'on a, si j'ai bien compris, une première idée de comment ça se passe et peut-être travailler cette fois-ci plutôt sur vers où on voudrait aller et du coup sur quel scénario on voudrait se situer et comment est-ce qu'on voit, une fois qu'on a compris un petit peu ces interdépendances entre les différentes composantes du système, voir qu'est-ce qui est nécessaire pour que le scénario le scénario désirable soit réalisable. Sinon, après, en termes de méthode, celle qui commence par une évaluation rapide et qui continue par une évaluation plus approfondie, c'est Brassed. C'est plus sur le changement climatique. Mais elle a cette façon de faire une première évaluation comme ça, qui qualifie de rapide, Community Resilience Assessment and Action, et puis une deuxième évaluation, ensuite qui pose les bases d'une évaluation plus approfondie. D'accord, il ne reste plus beaucoup de temps. Je voulais encore donner la parole à un auditeur. Ici, je vois Ahmed Suleiman. Check, est-ce que vous m'entendez? Oui, je l'entends. Voilà, on vous écoute.
On vous écoute, Ahmed Suleiman. Je viens juste de prendre Non, on vous entend pas. Hein. le module en cours. Allô? Oui, vous pouvez répéter? J'ai dit que je viens juste de prendre le module en cours. D'accord, donc vous n'avez pas de questions, d'accord. Allô? Bon, je vais vous lire une question qui a été posée par écrite avant que nous finissions. Alors, il y a une question qui est peut-être liée à la deuxième partie de ce cours, mais bon, on peut peut-être la poser quand même. Emery Mouroula, qui est de Kinshasa, qui demande: que pensez-vous des objectifs d'Aichi dans la réflexion sur la résilience, dans les stratégies et plans d'action nationaux pour la diversité? Les objectifs sur les désastres, Les objectifs d'Aichi, en fait, c'est les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la Convention pour la biodiversité. Donc, ce sont des objectifs qui ont pour but de protéger ou de maintenir la biodiversité et les actions dans la réflexion sur la résilience. Mais en fait, cette question est vraiment très liée à la deuxième partie de ce cours. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce point. Non, là où il faut admettre nous admettons les limites du système, nos propres limites. Et donc là, c'est ce que je voulais dire à l'auditeur. D'accord, je voulais dire à l'auditeur, ça va être la deuxième partie du cours. Donc, va être vraiment par rapport aux plans d'action nationaux pour la protection de la biodiversité. Donc, les objectifs d'Aichi sont de contribuer au niveau de la gouvernance locale. Et il y a un lien très évident avec la résilience, puisqu'il s'agit aussi de changement de système avec les pressions sur les habitats pour la biodiversité. Donc, là, le lien est par rapport à l'utilisation des terres, l'utilisation des ressources naturelles et l'impact que ça a sur la biodiversité. Donc, le lien, il est là, c'est à ce niveau-là qu'il se trouve. Donc, si je peux, c'est le commentaire que je peux ajouter par rapport à cette question. Une autre question, c'était sur donc la question de Atin Gele sur l'évaluation de la résilience. Est-ce que la méthode d'évaluation d'une résilience est une méthode standard ou est-ce qu'elle varie d'un cas à l'autre? Et quels sont les outils d'évaluation de la résilience? Le processus est assez standard, c'est pour ça on a indiqué celui de la Résilience Alliance, mais ça ressemble pas mal aux autres. Par contre, après le temps qu'on passe, l'attention portée à chacune de ces bulles, là, il peut différer. L'idée, c'est vraiment d'ajuster la méthode aux besoins de l'évaluation de la résilience. Et moi, dans le sens d'Abigaël, je pense qu'il faut être, voilà, il y a des idées fortes. On a parlé des 7 principes, on vous a parlé d'accompagnement. Il y a quand même des idées fortes de la co-gestion adaptative. Voilà, donc il y a quand même des idées fortes. Et après, je crois qu'il faut respecter les principes même de la résilience. Il y a une certaine forme de créativité, d'adaptation au contexte. Voilà, dans la mesure où ces idées fortes constituent des lignes, des guides, et non pas des recettes, mais des orientations qui peuvent permettre d'aider à évaluer, à prendre des mesures pour la résilience. Voilà, c'est ça qu'il faut, je pense, ça qu'il faudrait retenir. En termes d'outils, ensuite, on retrouve des outils de diagnostic agraire ou de modélisation conceptuelle. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, mais c'est à titre personnel, c'est l'outil profil historique, c'est-à-dire cette façon de regarder dans le temps en fait comment se sont succédés différents événements et ensuite avec les gens d'essayer de faire des liens entre des événements qui ont eu lieu
à différentes échelles et qui ont pu faire évoluer le système. Donc ça, je trouve que c'est très riche pour que des scénarios ne soient pas trop théoriques et pas trop abstraits et donc finalement complètement irréalistes, mais basés sur ce qu'a connu un territoire, par exemple. Et puis les cascades de seuil, parce que pareil, si on réfléchit chacun dans sa discipline, on a tendance à compter sur des effets de balance, d'équilibrage, alors qu'en fait, si on commence à réfléchir ensemble entre ceux qui comprennent ce qui se passe au niveau plus écologique ou plus économique ou comme ça, on voit qu'en fait, des phénomènes peuvent se passer le relais et conduire à des changements sur lesquels il sera difficile de revenir. Donc, ces deux outils, la cascade de seuil et le profil historique, qui je trouve sont particulièrement intéressants si on parle des dynamiques en interaction. Mais après, si on a envie plutôt de mesurer, ce seront plutôt des outils de type avec le cadre d'analyse des moyens d'existence, où on va mesurer les capitaux, on va regarder les capacités des gens, leurs capacités pour répondre à des chocs. Et là, il y a des outils beaucoup plus quantitatifs qui relèvent plus de l'économie. Très bien. Mais je vous remercie. Nous devons, ça sera donc la mot de la fin parce que nous devons clôturer. Nous avons terminé le temps pour le webinaire. Merci beaucoup encore une fois, François et Abigail, d'avoir bien voulu participer pour votre présentation très intéressante qui est enregistrée, donc qui va être disponible en ligne. Et je rappelle aux participants aussi donc il vous reste 7 semaines pour finir le cours. C'est la dernière semaine. Et donc, nous encourageons tous à finir les leçons en ligne, ainsi que le test et l'évaluation à la fin. En tout cas, merci beaucoup à tous. Bonne continuation et on vous retrouve pour la deuxième partie de ce cours en janvier. Donc, merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.